Salut les amis, salut à tous, c'est Price. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le nouveau podcast Price Pokémon épisode 21. J'avais trop hâte de vous retrouver cette semaine après la pause de Pâques la semaine dernière. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un super moment à Pâques avec votre famille et puis vos amis de manière générale. Et puis que cette semaine se passe bien, qu'elle démarre bien en ce lundi 8 avril. On va faire pas mal de petites choses aujourd'hui. On va forcément avoir les sujets habituels. Et pourquoi est-ce que j'ai hâte de vous prendre avec moi pour une bonne demi-heure d'informations spéciales Pokémon aujourd'hui? Tout simplement parce que, enfin, dans cette rubrique numéro 1, actualité Pokémon internationale, on a la date des Worlds qui ont été annoncés, donc très 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 content. Enfin, on va pouvoir réaliser les petites réservations pour aller voir nos joueurs français et puis aller voir les joueurs en général à Hawaï. Vous avez toutes les informations sur Pokémon, Instagram, Pokémon, le site web, Pokémon.com et autres. Ce sera au Hawaii Convention Center du 16 au 18 août. Annonce extrêmement tardive. Vous pouvez le constater, vous pouvez le voir pour toutes les personnes qui sont plus ou moins proches de l'organisation Pokémon en général ou qui se renseignent beaucoup sur l'actualité Pokémon. Vraiment très tardive cette annonce. Pour le coup, ça ne m'empêchera pas, je pense, de pouvoir y participer. Je mets forcément des guillemets, je touche du bois, dans le sens où ça risque d'être un petit peu compliqué quand même, mais on va faire ce qu'on peut, franchement, parce que comme je vous l'ai déjà dit, les Worlds, c'est vraiment une expérience unique. Ce sera vraiment quelque chose de très sympathique à vivre. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir y participer du 16 au 18 août. Du coup, on est plus ou moins proche de la date du Japon. J'avoue que je ne suis plus vraiment au fait de comment ça s'était passé l'année dernière. Je suis en train de vérifier en même temps que je vous parle par rapport aux dates des Worlds de 2023. Et il me semble du coup que effectivement on est une semaine plus tard que les Worlds du Japon en août à la même période, mais une semaine plus tard. Bon, c'est pas significatif. En tout cas, annonce vraiment quand même tardive. Et je ne sais pas vraiment ce qu'il y a à en déduire. Pour le coup, vous savez que j'aime bien analyser, essayer de déduire des choses et puis trouver des réponses, apporter des réponses là où parfois on s'arrête à la surface. Euh, je sais vraiment pas du tout quoi en penser. Après, bon, on est quand même plutôt content de l'annonce de cette date. Et puis enfin, finalement, les joueurs et tout le monde vont pouvoir s'organiser. Ça, c'est quand même plutôt cool pour cette nouvelle édition. Voilà. Écoutez, les amis, on démarre ce podcast en trombe. J'avoue que la semaine dernière, ça m'avait manqué. J'étais à deux doigts de l'enregistrer, mais en famille, je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave. On n'est pas tout le temps obligé de s'imposer entre guillemets des moments plus travail, même si moi c'est vraiment un plaisir de faire le podcast. Je me suis dit, pour une fois, je vais me détendre, on va arrêter avec les obligations d'entrepreneur ou alors euh, la motivation, les trucs de motivation et tout ça. Je me suis dit, allez, on va profiter. J'espère que vous avez pu bien profiter également. En l'occurrence, pour le coup, c'était plutôt un moment très agréable de mon côté. Voilà. Les amis, on embraye tout de suite avec l'actualité. Partie numéro 2, actualité française. C'était une petite actualité internationale, puisque comme vous le savez, bon bah voilà, on est entre deux séries. À part en France, le raz-de-marée de produits Super Dauphin. Et puis deux, trois petites choses à dire sur les sociétés de gradation, comme vous avez pu le voir avec David Lafarge, qui arrête l'aventure SGS comme il le dit lui-même. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. D'ailleurs, pour cette histoire de SGS et de David Lafarge, pareil, on va essayer d'en discuter sommairement. J'avoue que j'ai peu d'informations sur le sujet. Je ne sais pas du tout pourquoi il a décidé d'arrêter. Peut-être qu'il change tout simplement de projet. Peut-être que SGS aussi se réinvente. C'est curieux, c'est très curieux à voir comment ça va se profiler sur le plus long terme. En tout cas, pour le moment, à part blablater comme certains autres podcasteurs ou youtubeurs et faire des litotes et tourner en rond, je ne pourrais pour le moment pas trop vous en dire plus. Je vais essayer de me renseigner sur le sujet, forcément. Et surtout, on va essayer d'analyser
l'actualité SGS, puisque c'est quand même un sujet très très intéressant, la gradation en France. On avait un triptyque qui commençait à se profiler avec PCA, SGS et Collectora. Bien sûr, CCC en outsider, CCC qui prend de plus en plus de parts de marché. Bizarrement sur le vintage Wizards. Alors, bizarrement, oui et non. Je peux comprendre la logique derrière pas mal de collectionneurs, dont certains sont sur le Discord. Price Pokémon, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Donc, je peux comprendre tout à fait l'engouement autour de CCC typiquement. Mais on avait quand même un vrai triptyque avec PCA en leader, SGS en numéro 2, Collectora en numéro 3, Collectora qui est sur le point de passer en numéro 2. Vous pouvez regarder les informations sur Pokémon Tracker, l'Instagram. Bon travail réalisé également par Pokémon Tracker. Donc un triptyque qui se dessinait et là on est un petit peu dans l'expectative. Je ne sais pas trop quoi penser de cette annonce de David Lafarge puisque forcément on peut dire tout et son contraire sans être jamais tenu responsable de quoi que ce soit puisque à un moment donné c'était ma société de dégradation, maintenant c'est plus ma société de dégradation. C'est pas méchant, c'est tout simplement un fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui tout passe, on peut être entre guillemets à cheval sur un certain sujet ou tout simplement engagé sur une thématique et le lendemain s'excuser en disant que bah, c'était une erreur. Moi, je pense qu'on manque un petit peu de constance, on manque un petit peu de valeur, on manque un petit peu de sens du devoir, d'honneur, du long terme. Euh, plein de choses qui disparaissent, je trouve. Et il faut à un moment donné être un petit peu quand même responsable de ses choix. Et donc, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je sais pas, j'en ai absolument aucune idée, que ce soit entre SGS, la société en elle-même, ou David. D'ailleurs, courage à toutes les personnes qui travaillent chez SGS. Beaucoup d'amitié à tout le monde. Donc, la seule chose, c'est qu'on ne peut pas forcément tout le temps être gagnant. Et donc, même dans les périodes les plus difficiles, eh ben, il faut soutenir, il faut continuer à travailler, il faut viser les objectifs long terme. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Donc, voilà, il va falloir analyser un petit peu plus en profondeur cette histoire. Pour le moment, on est simplement obligé d'en parler puisque c'est quand même un podcast d'actualité. Donc, je vous l'annonce, vous l'avez peut-être déjà vu autre part. En tout cas, sachez-le. Voilà, David Lafarge et SGS arrêtent leur collaboration. Voilà, donc c'était un petit peu l'info croustillante sur le marché, sur le domaine public français de Pokémon ces derniers temps. Encore une fois, très peu de choses à se mettre sous la dent. Après 2 semaines de podcast à intervalles plutôt réguliers, même si effectivement il n'y en a pas eu entre les deux. Vraiment peu d'actualité Pokémon ces derniers temps, ces dernières semaines. Pas de box break incroyable, pas non plus de grosses annonces sur le Pokémon officiel, puisque comme vous le savez, on est à l'aube, entre guillemets, de Mascarade Crépusculaire qui va sortir d'ici un mois et demi. Donc on est vraiment pile, là on est pile entre force temporelle, excusez-moi, et Mascarade Crépusculaire sur le marché Pokémon récent, avec des nouveaux produits, la Super Dauphin, qui arrivent. Alors, j'ai beaucoup rigolé d'ailleurs, il y a Thomas qui sera bientôt de retour sur un podcast. D'ailleurs, j'ai pu discuter un peu avec lui, ça m'avait fait plaisir. Thomas de Cards Hunter qui avait fait une story très marrante sur du coup Pokémon et leur choix justement de tête de gondole, de tête d'affiche, de personnages mis en avant pendant cette période un petit peu creuse et choix de coffret du coup avec Super Dauphin qui est le personnage mis en avant pour ce coffret de transition. Et clairement, Thomas a vu juste, il avait le sens de l'humour en disant Pokémon a vraiment envie de faire couler les indépendants. Et c'est vrai que c'est vraiment la sens du formule qui est présente et qui est là et qui est vérifiable, vérifié et qui sera sûrement dans les chiffres également vrai. C'est une catastrophe pour les indés, ça c'est vraiment pas du tout un Pokémon apprécié, c'est pas quelque chose qui va se vendre et encore une fois comme je vous l'ai déjà dit, il y a ce jeu fournisseur-acheteur où les fournisseurs ben, voilà, mettent une petite pression quand même vendeuse pour que les boutiques soient entre guillemets forcées d'acheter aux fournisseurs et derrière eh ben, on se retrouve avec du stock qui va rester sur les bras pendant très longtemps et c'est vraiment pas très agréable de faire ce genre de gestion de stock, gestion de tout simplement
de flux, hein, avec des stocks qui vont rester très longtemps, des immobilisations de la trésorerie qui sera immobilisée pendant longtemps. Et ça, avec un coffret Super Dauphin, je peux vous dire que ce sera vraiment, vraiment très immobilisé et pendant très longtemps, surtout si vous avez des énormes quantités de commandes habituelles. Ça fait mal quoi, de devoir sortir de la trésorerie pour un produit qui fait vraiment pas du tout envie, quoi. Voilà, donc très compliqué. En tout cas, pour l'actualité Pokémon française, encore une fois, ça reste doux, ça reste lent, ça reste une période de transition, puisqu'on sort quand même doucement d'une série qui a été un relatif succès et attention, parce que je le vois autour de moi en boutique physique, qui a fait son effet, hein. On est beaucoup là, je vous vois dans les commentaires ou ailleurs. Rappelez-vous la semaine dernière, fin de la hype, question des auditeurs, etc. Là, cette semaine, on a une petite question d'un auditeur également à laquelle on devra répondre. Quelque chose de pratique qui vous aidera un petit peu tous. Voilà, rien de très sorcier. J'attends beaucoup de vous pour cette semaine pour un nouveau sujet très intéressant à discuter ensemble. Quelque chose qui pourrait vous être utile, à quoi je pourrais également répondre et vous donner un petit peu de valeur. Donc n'hésitez pas cette semaine. Dans la partie numéro 4, je ferai appel à vous pour une vraie grosse question, vraie grosse discussion avec vous, discussion entre vous et moi. Donc une question à me poser et j'ai vraiment envie de mettre l'accent cette semaine sur un sujet important que nous pourrions discuter ensemble. Donc pour en revenir à nos moutons, en boutique physique, vraiment je l'ai vu, Destiné de Paldea a vraiment très bien marché. Une série qui a plu. C'est quand même une série qui, encore une fois, avait des bons produits à proposer. Les ETB, un petit peu surpris du nombre de boosters dans les ETB, 9. J'ai trouvé ça très étonnant. À savoir que les ETB .5 avant avaient toujours 10 boosters. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup on se retrouve avec 9 boosters pour le même prix. C'est le petit détail, le petit point de détail sur lequel j'aimerais attirer votre attention. On a en ce moment dans le commerce, de manière générale et toute industrie confondue, une énorme mode de la réduction, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'acheter la même chose au même prix, même packaging, mais si vous regardez dans le commerce de détail le poids des objets, si vous regardez dans le commerce de l'agroalimentaire la taille de la boîte et pareil le poids de la nourriture à l'intérieur, vous vous rendrez compte qu'il y a une énorme mode en ce moment des industriels à se foutre un petit peu de la gueule des consommateurs avec des poids qui sont drastiquement réduits avec une taille de boîte similaire. Et c'est un peu pareil avec Pokémon. Sûrement une histoire de coût, sûrement une histoire de tête pensante chez TCPI, sûrement une histoire d'ingénieur qui regarde les coûts, combien ça revient dans l'énorme chaîne de distribution Pokémon de réduire le poids d'un booster. Tout simplement également à la production, combien ça coûte d'enlever un booster. Et là, je trouve ça très étonnant puisque jusqu'à maintenant, dans toutes les séries .5, 151 n'en faisant pas, euh, ne faisant pas défaut à la règle, on avait 10 boosters par ETB, 8 boosters par ETB sur les séries classiques et 10 boosters sur les séries .5. Et là, Destiné de Palder, on a 9 boosters. Je trouvais ça très étonnant. Donc voilà, peut-être aussi une façon pour The Pokémon Company de réduire les coûts, je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'on ne va pas avoir des réductions dans les displays, réductions dans plein d'autres aspects de Pokémon. Je trouvais ça intéressant à souligner parce que même si ça a été un grand succès et qu'en boutique on nous l'a beaucoup demandé et que ça a plutôt bien fonctionné, je pense aussi pour les boutiques en ligne, c'est à suivre. Et vous savez que je fais attention à tous ces petits détails, donc j'attire vraiment votre attention là-dessus. Je pense que vous avez tous remarqué, bien entendu. Mais malgré tout, voilà, curieux de connaître la suite et les plans. Peut-être une uniformisation d'ici un an. Toutes les Elite Trainer Box auront 8 boosters, je ne sais pas. En tout cas, très étonné de voir ça. Pas un message, pas une prévention du commercial, pas une annonce, pas rien du tout, même prix, paf, moins de boosters, ok, très bien. Vraiment, ça fait très sneaky, ça fait très sous-marin, c'est très étrange. Je n'ai pas vraiment compris. D'ailleurs, si vous aussi vous avez une boutique, dites-moi si vos commerciaux vous ont prévenu ou quoi.
Moi, de mon côté, ça n'a jamais été le cas. Donc, très, très, très curieux, cette petite manière de faire en douce. Voilà, tout simplement pour les ETB destinés de Paldea. En tout cas, ça reste quand même un produit qui fonctionne. Pokémon reste un produit qui fonctionne. Je sais que Force Temporelle, ça n'a pas été la folie. Surtout les drops qui sont extrêmement, extrêmement compliqués à avoir. Très très peu de drops, une série qui est très difficile à négocier à l'ouverture. Et malgré tout, moi je pense que c'est une série qui a un énorme potentiel sur le long terme en scellé. Donc vraiment, je vous encourage sur de la display, sur ce genre de produit. Force Temporelle pour moi a un vrai potentiel. Mascarade crépusculaire, ce set, j'attends vraiment quasiment rien de ce set pour le coup. Par contre, et je rejoins très fortement Thomas de Card Hunter qui disait que TCPI avec ce coffret Super Dauphin voulait vraiment faire entre guillemets faire faillite à tous les indépendants. La mascarade crépusculaire, je sens que ça va être très dur aussi. Ça va être très 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 dur pour les indés, pour tout le monde. Donc courage, serrez les fesses en espérant que EV7 soit une série exceptionnelle avec du Rayquaza, des évolutions, des légendaires, avec du Dracofeu, avec ce que vous voulez, mais des très belles cartes, du légendaire en veux-tu en voilà, des beaux Pokémon choisis, un beau packaging, une belle finition. Donc voilà, il va falloir vraiment beaucoup miser sur EV7 là pour rattraper un petit peu la tendance de ces quasiment 4 derniers mois. Hein. C'est le début d'année Pokémon qui est très lent. Donc en plus, comme je vous l'ai dit, très lent un petit peu partout, très lent sur le jeu de cartes à collectionner, très lent sur les compétitions, très lent sur l'annonce des Worlds, très lent sur plein de choses. Donc une euh, une vraie période étrange, je trouve. Voilà, ça, ce n'est que mon avis encore une fois. Pour terminer sur l'actualité Pokémon française, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler un petit peu de moi. Vous êtes nombreux sur le Discord et ailleurs à me poser des questions, à voir énormément d'objets qui sont tout simplement proposés à la vente, proposés à l'échange, surtout par rapport à tout simplement ma collection même personnelle. Pour ceux qui me connaissent, certains savent qu'il s'agit de ma collection personnelle. Donc, très 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 intéressant, sujet très intéressant. Vous savez que je suis sur un très très gros projet, donc je pourrais vous en parler très bientôt. Pour le moment, je ne peux toujours pas vous en parler. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que effectivement, je me sépare d'une partie de ma collection. Je me suis séparé de Diamants et Perles. Ça, vous avez pu l'entendre dans différents podcasts où j'avais parlé justement de ce choix du collectionneur qui parfois ne pas être évident. Ça, c'était un choix réfléchi, doublement réfléchi. Premièrement, puisque c'était une vraie réorganisation de ma collection personnelle, et également dans l'optique d'un gros projet. Ce gros projet ayant été confirmé au fil de l'eau et au fil des derniers mois, eh bien, je me suis retrouvé également à devoir vendre mon bloc X et une partie de mes ex, une partie de mon Wizards Expédition Aquapolis. Euh, donc ça a été une décision très 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 compliquée comme vous pouvez l'imaginer, mais on se retrouve malgré tout, et je voulais aussi vous en parler puisque vous êtes quand même 500 encore auditeurs, merci beaucoup pour votre fidélité sur YouTube et 150 sur Spotify quand même chaque semaine. Ça fait une paire d'oreilles avisées et de cerveau en ébullition. Euh, Si vous réussissez à savoir ce sur quoi je travaille, eh bien euh, je pense que si vous êtes collectionneur, vous pouvez éventuellement le deviner. Mais si vous n'êtes pas particulièrement au fait de tout ça, eh bien, sachez juste que Wizards Expedition, ce sont des cartes extrêmement rares. Donc, pour me séparer de ce genre de cartes, vous vous doutez bien que d'une manière ou d'une autre, je pourrais éventuellement les retrouver. Voilà, ce sera le petit indice de la journée, du petit podcast. Mais en attendant, sachez une chose, profitez-en. J'ai pu voir par exemple le Electrode de Aquapolis en PCA 9 qui est parti pour 151 euros en enchères sur eBay. En plus des enchères qui sont souvent très faussées avec des personnes qui ne payent pas, je pense notamment à toutes les grosses holographiques Aquapolis de la semaine précédente qui n'ont pas été régularisées. Je pense notamment au Magikarp brillant de cette semaine qui n'a pas été régularisé alors que c'est comme la semaine dernière, des énormes hold-up, faut quand même le souligner. Les gens font des énormes hold-up. Moi, j'ai refusé pour Magikarp Brillant PSA 9 et les gens pourront le dire et en témoigner. J'ai refusé des offres en direct à 1600 euros en direct, voilà, en virement. Donc, moi, à déclarer dans mon chiffre d'affaires d'auto-entrepreneur. Donc, une imposition de 12%. Là, sur eBay,
donc 10% de frais eBay, plus mon imposition, et on est à 1360 euros et l'objet n'est pas régularisé. Donc vraiment sur eBay, on a des comportements extrêmement désagréables quand on est vendeur. Un tiers des objets au minimum ne sont pas régularisés, qu'importe le prix, qu'importe la teneur des objets, qu'importe la teneur des enchères. Simplement, il y a un tiers des objets en moyenne qui ne sont pas régularisés sur eBay en enchères. C'est extrêmement frustrant pour le vendeur. Et là, surtout, où c'est des énormes hold-up. En plus, les gens font des énormes hold-up et ne payent pas. Donc, on va voir ce que ça va donner. Simplement, sachez que les cartes sont issues de ma collection personnelle. Toutes les cartes mises en vente en ce moment sont issues de ma collection personnelle. C'est-à-dire que ce sont des cartes qui ont été triées, qui ont été comparées, j'ai pu en avoir plusieurs entre les mains, c'est les meilleurs exemplaires, ce sont les plus belles cartes, ce sont des cartes gradées sous PCA, elles étaient dans ma collection, je n'avais pas l'envie de les vendre, je n'avais pas l'envie de m'en séparer, je n'avais pas envie de les échanger, donc ce sont des cartes d'une très 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 grande qualité déjà intrinsèque, minimum 9 de toute façon, qu'importe la société de gradation, et en plus vous avez une vraie traçabilité sur l'origine et la provenance de ces cartes, puisqu'elles viennent avant tout de moi, de rachat et de plein d'autres choses. Et vraiment, vous pouvez être certain que si vous achetez un électrode Aquapolis en PCA 9 ou un Raichu de expédition en PCA 9 à 450 euros, alors que on est 20-30% en dessous du prix selon moi, vous serez certain d'être satisfait de la qualité des cartes. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, c'est rare. Je n'utilise quasiment pas ma notoriété, pas mes plateformes, pas Discord, rien du tout, vous le savez, pour vendre. Mon but est absolument pas et absolument pas d'utiliser ma notoriété pour vendre et au contraire pour vous aider et à la limite si je peux vous permettre de faire des bonnes affaires c'est ce que je fais mais pas du tout à l'inverse pour augmenter les prix de vente, bien au contraire c'est pas du tout le but, ça n'a jamais été le but. Moi mon but c'est de proposer du contenu éducatif, informatif qui vous permet d'être éclairé, de prendre les meilleures décisions, faire les meilleurs choix et derrière aussi eh bien, d'asseoir ma notoriété en tant qu'expert du domaine, mais pas du tout pour revendre quoi que ce soit plus cher que la cote, bien au contraire. Mais là, je vois sur eBay, c'est tellement problématique qu'il fallait que je vous en parle. C'est une grosse actualité quand même française. eBay quand même étant la plateforme numéro un, j'aime beaucoup travailler avec eux, comme j'aime beaucoup travailler avec toutes les personnes avec qui j'ai pu bosser ces dernières années, notamment GCC. Gros big up à eux également pour leur plateforme et pour le travail qu'ils font qui est monumental. Je pense aussi à Vogt, je pense à tout le monde. eBay qui est d'une très très bonne qualité en termes d'exposition, en termes de notoriété, en termes de vente, mais on n'a plus par exemple l'opportunité de mettre de mauvaises notes aux acheteurs lorsqu'ils ne payent pas, on n'a plus l'opportunité d'annuler des commandes lorsque les gens sont par exemple en train de manipuler les enchères pour ne pas régulariser. Enfin, c'est très embêtant. Bien entendu, deux tiers des choses se passent très bien et c'est génial, c'est un outil très puissant. Simplement, c'est quand même une vérité dont peu de personnes parlent. J'ai pu voir City Empire, j'ai pu voir certaines personnes en parler sur Instagram ou autre, mais sachez cela, si vous vendez sur eBay en tant que vendeur professionnel, vous avez quasiment un tiers d'objets qui ne sont pas régularisés. Et ça, vraiment, quand même, c'est assez frustrant. Voilà. Donc c'était la petite information, le petit coup de gueule, même si encore une fois ça reste un outil exceptionnel qui fonctionne très très bien. Sur les plus grosses cartes, je trouve, ben voilà, on a des personnes qui ne régularisent pas, qui ne donnent pas de signe de vie, qui ne répondent pas aux relances, et on a peu de peu d'armes si vous voulez, en tant que vendeur contre ça. Donc à part en parler, à part vous dire d'enchérir, parce que au moins si vous êtes capable de régulariser, vous allez avoir des superbes cartes à bas prix, vraiment dans des états exceptionnels. Là, je parle notamment de Fenar Aquapolis en PCA 9 qui s'est vendu 320 euros. Je trouve ça vraiment pas cher. Je pense à Raichu d'Expédition, je trouve ça peu cher. Je pense au Magikarp Brillant, comme je vous l'ai dit, qui ne sera pas régularisé et que je vais ravaler. Ravaler, c'est un terme des maisons de vente aux enchères, c'est-à-dire que je vais le récupérer et ça va disparaître parce que je ne compte pas le vendre. Et une fois que c'est mis en vente, si c'est pas vendu, eh bien, ça ne sera pas vendu et ça disparaît puisque je n'ai pas forcément envie de tout vendre non plus et j'ai la possibilité, surtout la chance de pouvoir piocher dans plein de séries, plein de sets, les cartes que j'ai envie de vendre, que je n'ai pas envie de vendre, etc. Donc ça va disparaître jusqu'au jour où de nouveau je pourrais éventuellement la remettre en vente à un prix décent et satisfaisant. Donc voilà, sachez cela, je vends pas mal de cartes, n'hésitez pas à voir sur eBay, n'hésitez pas à voir sur Instagram, n'hésitez pas à venir sur le Discord. C'est une période un peu particulière pour moi. Quand le projet sera abouti et que vous le verrez, je pense que vous comprendrez tout ça beaucoup plus. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler, j'attends encore quelques derniers documents que ce soit moi ou
La personne avec qui je collabore, on attend encore quelques derniers documents pour cet énorme projet. Une fois que ces documents sont réalisés, eh bien, à partir de là, tout roulera. Et d'ici quelques mois, vous en saurez vraiment beaucoup plus. Et je pense que vous serez très, très, très impressionnés. En tout cas, ça risque de faire pas mal de bruit. Voilà. En tout cas, les amis, on va passer tout de suite à la rubrique numéro 3. On va débriefer un petit peu d'une des questions qui a été posée eh bien, par Samir8619 concernant les commandes faites par un particulier qui achète à un vendeur professionnel. Comment faire pour se protéger en cas de perte d'un colis? La situation est assez claire. Vous êtes un particulier, vous avez acheté sûrement hors plateforme. Vous avez souscrit une certaine catégorie d'objets, en tout cas de livraison. Donc, vous avez payé auprès du vendeur pour cette catégorie de livraison. Malheureusement, l'assurance n'étant pas à la hauteur, ne couvrant pas l'intégralité du prix de ce que vous avez acheté, le colis vient à se perdre. Qui est responsable? Alors, deux choses. Je sais que je vais me faire des ennemis dans la communauté des vendeurs. Simplement, j'estime que en tant que vendeur, on a l'obligation de proposer au client le service d'envoi de son choix. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'envoyer via Mondial Relais, mais que là, cette personne veut un colis recommandé par la poste contre signature à hauteur de 1000 euros, eh bien, c'est votre devoir de répondre à l'envie de ce client et même de tout simplement récupérer la somme de ce que va coûter cet envoi pour envoyer tel a été désiré par le client, tel que ça a été voulu par le client, tel que ça a été souhaité par le client. Et dans ce cadre-là, vous êtes totalement exonéré de responsabilité. Mais dans l'immense majorité des autres cadres, lorsque vous êtes un vendeur que vous envoyez à l'économie, que ce soit en suivi, que ce soit par Mondial Relais, non assuré, etc., sans l'aval de l'acheteur, du client, je trouve que la faute est plutôt du côté du vendeur. Alors voilà, ça c'est mon avis. Moi, ce que je fais maintenant, parce que ça fait quand même 7 ans que je suis là, euh, je commence à avoir une petite expérience, si vous me le permettez. Ce que je conseille à tout le monde, c'est d'être transparent. La transparence, la communication, c'est ce qu'il y a de fondamental. Souvent, les acheteurs veulent aussi acheter à bas prix. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Souvent, les acheteurs grattent. C'est extrêmement frustrant, mais quelqu'un d'honnête en tant qu'acheteur également va tout simplement accepter si vous lui dites eh bien, voilà le prix de ton objet. Moi, je ne m'appelle pas La Poste. Moi, je m'appelle X, je m'appelle Y, je m'appelle truc, muche, qu'importe. Moi, mon but, c'est de vendre un objet, que tu sois satisfait à la réception, je ne veux pas que ce soit perdu. Donc je te propose telle options. Ces options, tu les acceptes, eh bien, il en va de telle sorte que si un problème subvient, c'est à toi d'en tenir la responsabilité, puisque moi, en tant que vendeur, je me suis déresponsabilisé. Je t'ai proposé toutes les solutions existantes pour que la transaction se passe bien. Maintenant, tu veux un envoi en suivi. Le suivi se perd, eh bien, ce sera 100% de ta faute, qu'importe le montant. Ça, je trouve que c'est un deal tout à fait acceptable et normal, puisque tu as proposé en tant que vendeur à ton acheteur toutes les options existantes, et ça, c'est fondamental. Par contre, si l'acheteur était prêt à payer un supplément, que l'acheteur veut absolument que ce soit protégé, que l'acheteur veut absolument que ce soit remis contre signature et que tu n'accèdes pas à sa requête, eh bien par contre, là, à ce moment-là, c'est de ta faute en tant que vendeur et tu dois rembourser l'intégralité. Pour moi, c'est non négociable. Après, lorsque ce sont deux personnes qui ont fait affaire déjà plusieurs fois, qu'un problème subvient malgré les protections, malgré les assurances, malgré plein de choses, ce que je conseille, c'est tout simplement de faire moitié-moitié. Moitié de la faute du vendeur, moitié de la faute de l'acheteur, et vous perdez chacun la moitié de la somme engagée. C'est même souvent ce que je préconise, mais encore une fois, c'est ce que je préconise dans les cas où les deux sont de bonne foi. Si votre vendeur est de mauvaise foi, bien c'est de la faute du vendeur, souvent. Si l'acheteur est de mauvaise foi en disant bah voilà, moi j'ai négocié, mais je voulais tel envoi, mais s'il ne s'est pas fait manifester, ou si tout simplement il veut gratter et tout le temps moins cher que moins cher, plus les frais de port inclus, plus ceci inclus, plus cela inclus, à un moment donné il y a des limites. Le vendeur c'est pas la poste, le vendeur c'est pas Mondial Relais, le vendeur c'est pas colis privé, c'est pas Chronopost, c'est pas ce que vous voulez. À un moment donné, vous voulez un type d'envoi, bah, vous devez le payer. Et s'il y a problème, eh bien, c'est de votre faute en tant qu'acheteur aussi. Il ne faut pas oublier, ça marche dans les deux sens. Ce n'est pas 100% de la faute de l'acheteur, ce n'est pas 100% de la faute du vendeur. C'est souvent quand même plutôt au milieu, même si je l'accorde, parfois ça peut être quand même de la faute du vendeur et je ne ferai pas forcément des amis en disant ça.
malgré tout, voilà, faites bien attention lorsque vous passez hors plateforme et lorsque vous êtes vendeur professionnel et que vous passez sur plateforme, soyez protégés un maximum aussi. Moi, j'ai encore des gens qui ont 100% reçu leur objet, mais j'en suis 100% intimement mais convaincus qu'ils ont reçu leur objet, qui ont fait un litige. eBay, pareil. eBay, de toute façon, c'est intestable pour les acheteurs, en tout cas particuliers, c'est intestable. Vous aurez tout le temps gain de cause, vous aurez tout le temps raison. Moi, j'ai beau me défendre comme je veux, j'ai beau être de 100% bonne foi, j'aurai ni l'objet et ni l'argent. Voilà, parce qu'à partir du moment où quelqu'un a une mauvaise foi en face, si vous avez, que vous ayez le suivi ou pas, si la personne dit qu'elle ne l'a pas reçu, vous êtes mort de chez mort. Donc moi, je me protège au maximum. Dès que les montants sont trop gros, c'est Colissimo, recommandé, assurance maximale, je prends tout à mes frais. On ne peut pas être gagnant tout le temps. Moi, je préfère être 100% serein, tout à mes frais. Je paye souvent les frais de port bien plus cher à mes frais. Sur Vogt, vous êtes nombreux à me dire merci, merci de garder les frais de port à 3 euros ou 2,50, je ne sais plus, tandis que tout le monde en met à 5 euros ou 6 euros en colis. Moi, je mets à 3 euros. Souvent, j'en ai pour plus. Souvent, je prends tout à mes frais. C'est un choix. Au moins, la qualité du service est présente. Les gens ne sont pas déçus. Et donc, Samir, pour répondre à ta question, si toi, tu n'as pas demandé à avoir d'assurance et si le vendeur a envoyé vite fait, bien fait en mondial relais sans assurance, dans ton cas, je pense que le mieux, c'est de faire moitié-moitié si les deux sont de bonne foi. Si tu sens que le vendeur ne fait rien pour améliorer ta situation et que tu avais demandé une assurance et qu'il ne l'a pas mise, à ce moment-là, c'est de sa faute. Sinon, malheureusement, eh bien, il va falloir faire moitié-moitié ou alors accepter que ce soit perdu. Si le vendeur t'a proposé une assurance et que tu ne l'as pas prise, ben à ce moment-là, malheureusement, ce sera 100% de ta faute. Voilà, j'espère avoir été clair. Désolé, j'ai encore beaucoup parlé. On est déjà à 30 minutes de podcast. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, comme toujours, que vous apprenez des choses, que ça vous aide. Et j'espère vous éviter, en tant que vendeur ou en tant qu'acheteur, j'espère vous éviter à travers ces petits conseils, j'espère vous éviter plein d'embûches, plein de petits soucis qui peuvent vous faire perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Voilà. Les amis, c'est la fin de cet épisode numéro 21. Vous vous rendez compte, 21 épisodes depuis la saison 3, depuis qu'on l'a repris. Merci pour votre fidélité encore une fois. 500 écoutes sur YouTube hebdomadairement. 150 écoutes sur Spotify hebdomadairement. Merci à tous pour votre soutien. Merci à tous d'être présents. On se voit bientôt en réel. De toute façon, je vous en dirai plus. On fera des épisodes spéciaux avant gala, mais on se verra bientôt en réel. Je vous prépare aussi une grosse surprise avec le conseil Indigo. Tenez-vous prêts. On va faire pas mal de belles choses dans les prochains mois. Je ne peux pas vous en dire plus encore. C'est encore d'autres projets. Il y en a plein, il y en a tout le temps. Vous en doutez bien. On aime bien être occupé. Et en attendant, rubrique numéro 4, discussion. Ce sera le moment échange avec les auditeurs, le devoir de la semaine. Devoir de la semaine, très important. Je compte sur vous, comme avec Samir, je compte sur vous pour une question pertinente, intéressante, d'ordre pratique, d'ordre économique, d'ordre de bon sens, ce que vous voulez, mais quelque chose dans la collection, quelque chose qui vous pose problème, un souci que vous aimeriez résoudre et auquel je peux éventuellement vous apporter mon expertise, ma connaissance du sujet et bien entendu euh, un certain tempérament, un certain bon sens, on va dire, de comment résoudre les problèmes, comment résoudre les conflits, comment essayer de gérer au mieux votre parcours de collectionneur, tout simplement. Donc je compte sur vous, le devoir de la semaine, partie numéro 4 du podcast. Tout de suite, maintenant, les amis, mettez un commentaire, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode 21. Dites-moi ce dont vous souhaiteriez parler lors de l'épisode prochain. C'est très important, vraiment. C'est vous qui faites vivre le podcast. C'est grâce à vous que YouTube et l'algorithme me recommandent. C'est grâce à vous qui partagez. C'est grâce à vous qui commentez. C'est grâce à vous qui venez sur le Discord, sur Instagram. Donc, très important, s'il vous plaît, laissez un petit commentaire, même un emoji. Sur Spotify, sur YouTube, ça suffit, un emoji, un petit commentaire, un petit 2-3 petits mots si vous n'avez pas envie de vous épancher. En tout cas, merci à Julien Rey, comme toujours, qui me dit c'est marrant, j'ai un peu l'impression que vu le rythme imposé par Pokémon Company, les gens préfèrent ne pas trop ouvrir, plutôt garder en scellé. Tout à fait, je suis d'accord. En fait, ils essaient de casser le rythme et de créer le leur avec l'idée que l'on passant l'envie d'ouvrir. Du EV1, 2, 3 se fera plus grande et finalement retrouver le plaisir d'ouvrir et de la découverte. En attendant, ils retournent vers épée et bouclier. C'est vrai que c'est un peu le cheminement, j'ai l'impression, de beaucoup de collectionneurs. Sodat qui nous dit Never Stop, merci beaucoup. Voilà, des petits commentaires comme ça, les amis, c'est très important. Claudio 990 9749 qui me dit Biceps, merci beaucoup. La Tour au long qui me dit Let's go avec un smiley, merci. Ligolaf, podcast sur Deezer. Podcast sur Deezer, malheureusement, je n'ai pas les plugs, c'est pas forcément aussi évident que Spotify. JBG, lâche ma price, c'est cool.
Après, tu peux ralentir la cadence. Bon, j'ai ralenti juste pour Pâques. Best of First, merci beaucoup. Le chasseur Landman, sauvons les local game store. Chris Weir qui nous dit je ne sais pas d'où la personne qui a demandé de développer sur la baisse de hype, mais ce n'est pas du tout ce que je vois de mon côté. Bah oui, je suis d'accord, pas de baisse de hype pour moi. À moins de se cantonner à un seul bloc sur l'ensemble et surtout sur le bloc XY, SL et EB, ouais, je trouve qu'il y a une vraie effervescence, je suis tout à fait d'accord. Et surtout SL, XY un peu, SL beaucoup et EB pas mal. Donc voilà, très intéressant, ça bouge chaque mois, tu as raison Chris Gouir. Merci à tous pour vos commentaires. Donc voilà, des petits commentaires, des smileys, des biceps, des let's go, des continue. Tout ça, c'est très important, les amis. Vraiment, je compte sur vous. Et n'oubliez pas, très important, devoir de la semaine. Très important, laissez-moi une question que vous aimeriez discuter lors de l'épisode prochain. Voilà, merci à tous pour votre fidélité. À très bientôt les amis, on se tient au courant. Prenez tous soin de vous, c'était Price. Bye bye.